Les mouvements d'inspiration et d'expiration doivent toujours être libres et amples, et ne pas se trouver contrariés ou limités par des ceintures ou des vêtements serrés, par des défauts d'attitude ou encore par des mouvements d'accompagnement à faux avec les bras, les épaules ou le tronc lorsqu'ils sont volontairement amplifiés. Les mouvements respiratoires amplifiés, c'est-à-dire poussés à fond, surtout les expirations, ont pour but de prévenir ou de combattre l'essoufflement. Les inspirations amplifiées peuvent avoir lieu avec un soulèvement latéral des bras, une légère extension du haut du tronc en arrière ou un rejet des épaules et des coudes en arrière. Mais tous ces mouvements complémentaires doivent seulement s'exécuter en finale d'action inspirative, comme pour prolonger l'entrée de l'air dans les poumons. Exécutés prématurément, ils sont plus nuisibles qu'utiles. Les expirations amplifiées s'exécutent en relâchant les épaules, en avançant les bras, en fléchissant légèrement le tronc en avant et au besoin en voûtant volontairement le dos. En principe, avec les enfants et les sujets inexpérimentés, les mouvements respiratoires amplifiés s'exécutent sans mouvement complémentaire de manière à éviter toute contraction à faux. L'observation la plus utile à faire à tous, pour débuter, concerne l'expiration. Elle consiste à recommander de souffler fort ou longtemps comme s'il s'agissait d'éteindre une bougie. Ce simple mouvement oblige à inspirer profondément aussitôt après et même à esquisser tout naturellement un mouvement complémentaire des épaules, du tronc et des bras. Il n'est jamais exécuté de mouvements respiratoires amplifiés au commandement. Chaque élève doit avoir la liberté de respirer à fond, à son gré, et seulement lorsque le besoin s'en fait sentir. Les mouvements volontairement amplifiés sont moins nécessaires aux enfants qu'aux adolescents et surtout qu'aux adultes. La respiration par le nez, la bouche close est la règle. Lorsqu'à un moment donné, l'orifice nasal devient insuffisant pour alimenter ou vider l'air des poumons, comme cela se produit dans les efforts violents, comme par exemple la course aux allures vives, la bouche est entrouverte le moins possible. Dans certains cas, pendant un grand effort ou pour prévenir ou combattre l'essoufflement, de fortes expirations ont lieu uniquement par la bouche. Le moniteur observe fréquemment la manière de respirer de ses élèves et il leur fait à propos les observations suivantes. Ne retenez pas votre respiration. Exhalez longuement par le nez ou soufflez fort par la bouche. Inspirez profondément. Inspirez avant tel effort et exhalez pendant. Fermez la bouche, respirez par le nez. Parlons maintenant de l'attitude bustale. Au cours de la séance, et plus particulièrement au début, le moniteur veille à l'attitude bustale de ses élèves. Il signale et combat les défauts les plus communs, tels que le dos arrondi ou voûté, la poitrine rentrée, les épaules portées en avant, le cou penché, le ventre avancé, les reins trop creusés. Il cherche à faire naître chez ses élèves l'effort de volonté nécessaire pour tenir la tête levée, le cou droit ou redressé, la poitrine sortie, les épaules en arrière, le ventre rentré, les reins peu creusés, le tout exécuté sans aucune raideur ou sans figer l'attitude, afin de ne pas gêner les mouvements de la respiration. À ceux de ses élèves qui ont des défauts particulièrement marqués, il fait exécuter avec plus de fréquence certains exercices naturels ayant des effets correctifs ou redresseurs intenses, tels par exemple que les suivants. Le portage sur la tête d'objets légers, moyens et lourds, les sursauts cambrés et les sauts avec chute en extension, les suspensions allongées avec les mains plus écartées que les épaules, les suspensions fléchies avec maintien ou rejet des coudes en arrière du plan des épaules, les marches en extension, les jonglages et les lancers à deux mains de face et latéralement, et enfin la progression en quadrupédie. Abordons maintenant un chapitre qui en rebute plus d'un. La tenue de travail, l'endurcissement au froid et aux rigueurs des saisons, les bains atmosphériques d'air, de lumière et de soleil. La tenue de travail doit se rapprocher le plus possible de la nudité décente. La séance d'entraînement étant avant tout une séance de déplacement, cet état de nudité du corps ne présente aucun danger quand les circonstances atmosphériques ne sont pas défavorables. L'air, la lumière et le soleil exercent une action non pas uniquement sur la peau, mais sur l'organisme entier, dont ils développent ou améliorent la résistance et l'immunité aux maladies. Pendant la saison chaude, la nudité plus ou moins complète est de règle. Alors je vais mettre un petit commentaire ici avant de prendre des remarques. La nudité plus ou moins complète, ça veut dire qu'on est en short, mais qu'on est torse nu et qu'on n'a pas d'autres vêtements qu'un short pour se couvrir pendant l'été. Tout au moins, les élèves doivent être suffisamment dévêtus pour ne jamais transpirer dans les vêtements conservés.
Pendant la saison froide, la tenue est en rapport avec l'état du temps au moment précis où a lieu la séance de travail. Le dévêtissement s'effectue au besoin par degrés au cours de séances, à mesure que le corps s'échauffe par le travail. Lorsque les circonstances atmosphériques sont les plus défavorables, par exemple gelée, grand vent froid, brouillard frais, etc., le dévêtissement complet avec les jambes et le torse nu ne peut être que le résultat d'un durcissement progressif. Vous voyez, dévêtissement complet, jambes et torse nus, c'est pas tout nu, on est en short. Il ne doit jamais être prescrit d'emblée sous peine d'accident au sujet fragile ou même fort mais insuffisamment endurci, enrhumé ou relevant de maladie. Le bain d'air pour les sujets non endurcis demande en effet à être dosé en durée. Tout comme un bain d'eau froide, il peut varier de quelques secondes ou minutes à la durée entière de la séance d'entraînement. La règle limite de dosage individuel est la suivante: avoir toujours chaud, ce qui signifie ne pas lutter inutilement contre la sensation de froid au-delà de ses propres possibilités organiques. Pour assurer l'application de cette règle, le moniteur doit en tout temps surveiller spécialement les élèves en état de nudité. Il fait immédiatement remettre un vêtement à ceux qui ont la chair de poule ou pâlissent d'une façon exagérée, indice d'un commencement de refroidissement. Lorsque la séance a lieu sous un grand soleil d'été, des seaux ou récipients d'eau sont disposés à proximité du terrain d'entraînement. Au cours du travail, les élèves s'aspergent les parties nues, en particulier la nuque, à de nombreuses reprises, si cela est nécessaire pour éviter un coup de soleil ou une brûlure de la peau. Les sujets non endurcis peuvent porter pour débuter un chapeau de paille ou un linge blanc pour protéger la tête et la nuque.